La discussion d'aujourd'hui va porter sur les 2 films qu'on a vus hier. Monsan de Safi Faye, un très beau film, et Le monologue de la muette, un film vraiment inspirant de notre grande sœur Hadisila. Donc avant d'entamer les discussions, Rama nous a concocté un petit texte pour vraiment nous rappeler ce qu'on a vu hier avec le monologue de la muette et tout. Et après on fera un tour de table. Rama, je vous laisse la parole. La question centrale que Hadisila nous pose dans ce film et qui nous interpelle tous et toutes, pourquoi faut-il que l'émancipation des unes se paie au prix de la servitude des autres? Alors, dans le film, on a un personnage principal, Ami, qui est une jeune femme de la d'une vingtaine d'années qui a migré de son village natal à Dakar, la capitale, pour offrir ses services de travailleuse domestique à une famille de classe moyenne dakaroise. La situation n'est pas sans rappeler celle de Joanna dans La Noire 2 de Ousmane Sembène, qui migre avec une famille française et est contrainte à devenir leur servante à Antibes en France. Le parallèle est aussi possible à établir entre le destin d'Ami et celui de Ngor dans Kaddu Baykat qu'on verra ce soir, de la réalisatrice Safi Faye, qui quitte son Fadial natal dans sa quête de travail à Dakar. Au début du film, personne ne parle. La caméra se contente de suivre Ami, ombre silencieuse, levée aux aurores et déjà à l'ouvrage. Puis on nous la montre en train de balayer le trottoir de la maison tout aussi silencieusement, nous permettant de saisir à travers sa solitude la terrible condition humaine qui unit ces milliers de travailleuses dont le labeur indispensable maintient les foyers dakarois ensemble. Alors que dans le film, dans le même temps, ce travail de soins, ce travail de care, comme on l'appelle, est invisibilisé et se produit souvent sans contrat. Informelles ou plutôt informalisées, ces travailleuses vivent dans la précarité et sont parfois soumises aux pires abus et maltraitances dans nos foyers, y compris aux violences sexuelles, ce qu'on appelle communément le droit de cuissage. Dans le film, tout d'un coup surviennent des chuchotements qui augmentent comme un frémissement d'une foultitude de conspirations pour libérer Ami et ses semblables du joug de la servitude. On entend, nous sommes minoritaires, nous sommes marginales, mais Spartacus est avec nous. Il paraît que ce n'est pas pour nous que tourne ce monde, que ce n'est pas pour nous que brille le soleil, que lui la lune, mais ce printemps sera pour nous. Pour toi, Ami, pour nous. Le temps est notre allié. Puis la voix s'évanouit aussi lentement qu'elle était apparue, prometteuse d'une révolution à venir pour libérer la masse silencieuse qui œuvre et veille dans de piètres conditions de travail. Ami ne parle que lorsque c'est nécessaire, préférant le silence, d'où la suggestion du titre, Le monologue de la muette. Ami que l'on nous présente sans voix, travaille en silence, sa voix confisquée est rendue obsolète par le trop-plein d'ordres, de demandes et de mouvements de la dame aux ordres de qui elle obéit et qui surveille ses moindres faits et gestes. C'est que Ami a la tête remplie de rêves et de désirs d'ailleurs, si habitée par les lieux de son enfance qu'elle se recrée magiquement en les imaginant. Elle s'est retirée du monde alentour. Comme par un effet de dissociation, Ami survit grâce à ses souvenirs du jardin de son père, de la case de sa mère, du parfum des eucalyptus, du souvenir du goût des mangues dans sa bouche, comme dans son enfance, et la présence des bougainvilliers. Seulement, le jardin qu'elle voit n'est pas celui de son enfance. Aux frontières de l'onirisme, le jardin qui se situe en réalité à la périphérie de Dakar est peuplé de travailleurs agricoles, migrants, qui se déversent dans la ville à la recherche d'emplois salariés. Femmes, hommes et enfants, personne n'est en reste dans cette quête darwinienne du mieux et du minimum. Des filles aussi jeunes que 8 ans font partie de l'aventure, suivant leurs parents parce qu'il n'y a guère le choix. 2 adolescentes en témoignent dans le film. L'une a abandonné ses études car sa mère ne voulait pas qu'elle étudie, l'abattant même lorsqu'elle s'épanche sur son désir d'éducation scolaire. Elle finit par suivre la trajectoire maternelle en devenant bonne par héritage, pour se soumettre aux lois de la reproduction sociale. La deuxième, elle, devient bonne après avoir abandonné ses études suite au décès de son père et pour lutter contre le désœuvrement et le déclassement social. Ami fait comme elle le choix de se taire et de courber l'échine pour pourvoir aux besoins de sa famille restée au village. Elle ne répond pas face aux menaces et invectives de celle qui la suit comme son ombre, lui faisant des reproches et lui donnant des ordres.
comme Gour dans 4 by 4, qu'on verra ce soir, qui partage une chambre avec 7 autres travailleurs. Ami dort dans un étroit réduit infesté de moustiques avec 5 autres jeunes filles. Comme Gore, qui fut aussi renvoyé le premier jour de son embauche à un travail pour faire le linge d'une dame nantie, le film représente une scène de théâtre qui se produit dans des conditions similaires, justifiant l'intervention des proches de la domestique maltraitée et impayée, puis celle de la police qui préférera croire l'employeuse plutôt que le prédicament de la jeune travailleuse. Un clin d'œil de Khady Sylla à Safi Faye, peut-être. Ami a pourtant une idée fixe. Elle a un projet de restaurant qui ne verra pas le jour. Elle cessera de travailler comme bonne après son mariage à Omar, un mécanicien, migrant lui aussi, qui lui rappelle être sa seule chance de sortir de la servitude. Lui fait miroiter un mariage heureux et des enfants scolarisés. Elle cumule les postes et devient alors tour à tour lavandière, femme de ménage, travailleuse agricole, sans que cela ne lui donne un salaire décent. Malgré tout, Omar, son mari, n'envoie pas d'argent à Ami et son enfant. Cette situation illustre comment l'entrée ou la sortie du travail domestique de bonne est déterminée par l'intervention des hommes, comme l'a si bien montré Dr Absa Gassama dans sa recherche sur les travailleuses domestiques à Dakar. Alors Ami décide de repartir à Dakar pour reconquérir son autonomie financière et une plus grande émancipation sociale, car au village, il n'y a plus de jeunes hommes ou de jeunes filles, il n'y a que des vieux, des enfants et des mères. Elle se sait condamnée à devenir comme eux si elle restait, passant la saison sèche à attendre la saison des pluies, ne vivant que pour le moment où elle enverrait ses enfants à la ville pour qu'ils la nourrissent. Ami décide de retourner à Dakar pour rompre le cycle de la reproduction sociale. La voix qui chuchotait une promesse de révolution hurle alors que le film se clôt. Les impatientes ne veulent plus attendre. Spartacus est avec elles et leur printemps n'attendra pas. Cet appel à la conscience collective est prononcé par Khady Sylla pour qui il faudra plus que de bons sentiments pour que la servitude et la subjugation des travailleuses domestiques appartiennent définitivement au passé. Nous sommes coupables. Pour Mariama Sylla, la sœur de la défunte Khady Sylla et réalisatrice comme elle, ce film est un manifeste pour la condition des femmes au Sénégal. Car au-delà de la représentation de la travailleuse domestique qui est muette dans le film, on retrouve comment les femmes sont muselées et asservies. Le droit à la parole et à des conditions de travail décentes est une lutte qui n'est pas encore gagnée au Sénégal. La métaphore de cette voix intérieure nous interpelle toutes et tous, hommes et femmes, à revoir notre comportement de tous les jours. Au Sénégal, si on parle des politiques publiques et des lois, l'arrêté qui réglemente le travailleur domestique date de janvier 1968. Il définit les conditions générales d'emploi des domestiques et des gens de maison dans son article 1er. Est réputé gens de maison ou domestique au sens du présent arrêté, tout salarié embauché au service d'un foyer et occupé d'une façon continue aux travaux de la maison. L'arrêté ne couvre pas le personnel à temps partiel, embauché pour une durée inférieure à 20 heures de présence par semaine, laissé aux seules négociations entre parties prenantes, laissant entrevoir le risque de surexploitation pour ces personnes, pour la plupart vulnérables et sans force de négociation. Les travailleuses domestiques évoluent dans un cadre juridique à réformer au Sénégal. En effet, il y a un besoin de légiférer car le socle minimum de garantie d'un travail décent ne leur est pas acquis, ni même du reste une bonne protection sociale. Une protection sociale tout court. Au niveau de l'Organisation internationale du travail, la Convention 189 concernant le travail décent définit le travail domestique comme tout travail effectué au sein de ou pour un ou plusieurs ménages et le ou la travailleuse domestique comme toute personne de genre féminin ou masculin exécutant un travail domestique dans le cadre d'une relation de travail. Pourtant, les représentants syndicaux avec qui j'ai dialogué à la fin de la projection du film l'année dernière dans le cadre d'une conférence sur le travail au Sénégal, avouent avoir tout le mal du monde à faire appliquer cette convention et les autres textes y relatifs. En conclusion, le changement est possible, mais il commence d'abord par une prise de conscience individuelle, puis collective. Ce film pourrait en être un déclencheur. Comme en témoigne Mariama Sylla, je connais des femmes qui, après avoir vu le film, ont porté un autre regard sur la condition des bonnes. Le monologue de la muette constitue donc, en définitive, un puissant outil de plaidoyer. Merci. En fait, pour ma part, j'abonderai un peu vers le côté artistique.
Hadi Silla disait le cinéma est un art et il faut prendre son temps, avoir de la patience pour pouvoir aboutir à un projet, à une œuvre et tout ça. Et dans ce film, on sent cette patience-là, on sent ce volet artistique de Hadi Silla. Moi, ce qui m'a charmé dans ce film, le monologue de la muette, c'est la façon dont elle joue entre la littérature, la poésie, le traitement filmique. Ami qui relate sa douleur, qui relate ses préoccupations, sa misère et tout ça. Et on sent cette misère à travers la façon de filmer. Si vous avez remarqué, Ami n'a jamais regardé la caméra. Face caméra, non. Là, on sent vraiment cette soumission, cette éducation-là, de la soumission, de la servitude. Et à un moment, il y a une petite pause. On voit Fatim la slameuse, qui n'est pas une bonne, mais qui est de façon décalée, qui redéfinit les choses en fait, qui s'adresse à la population, qui s'adresse à tout le monde. C'est vous, vous êtes tous fautifs, on est nangam et tout ça, face caméra. Et ça vraiment, c'est une technique qui est propre à Hadi. Mossan, dès l'instant qu'on regarde le film, même si on ne connaît pas Safi Faye, on sait que si on est africaine, si on est sénégalaise, on sait que celle-là, c'est une sérère. Et ce qui m'a charmé dans ce film-là, c'est le fait qu'elle s'est servie d'une histoire d'amour entre deux jeunes pour vraiment nous plonger dans la culture sérère, dans la culture, les pangols, le multiculturalisme. On est musulmans, on est chrétiens, mais on a notre syncrétisme religieux, on est païenne, on a nos pangols et on y croit. Donc, vous voyez, quand il faisait la libation autour de l'arbre, là, on invoquait Dieu, on invoquait Maïsawa Ali John, on invoquait les pangols et tout ça. Et c'est beau vraiment. Et ce qui vraiment m'a charmé, c'est le fait qu'à travers cette histoire d'amour-là, qu'on ait appris tant de choses sur la culture sérère. Tous les films qu'on a vus ont été très instructifs. Maintenant, particulièrement par rapport au monologue de la muette. Pour moi, je ressors de ce film, comme on l'a dit, la servitude, mais surtout comment je vais dire ça, le mensonge du mariage, où elle a eu l'impression de changer de vie, de trouver enfin le bonheur, de trouver la liberté, alors qu'elle est allée rentrer dans une autre servitude encore pire que ce qu'elle avait à Dakar, où au moins elle gagnait un peu d'argent. Et cette déception à la fin, où elle se rend compte que non, là, c'est pas, je ne suis pas sortie de l'auberge, donc je vais devoir trouver autre chose, je vais devoir faire autre chose. Et pour Mossan, j'ai été séduite par la liberté que j'ai vue dans ce film-là. Je me suis dit, mais je pense qu'il y avait ça dans Carmen. Il y a un film qui s'appelait Carmen et tout. Et là, franchement, les femmes, elles étaient libres de se montrer. On n'avait pas peur du corps. Les hommes n'avaient pas encore peur du corps des femmes, qu'il fallait cacher à tout prix. Donc, voilà, pour moi, c'est ce qui m'a séduit dans Mossan, quoi. Au-delà de la tristesse de l'histoire où jusque-là, elle n'avait pas le choix de choisir qui elle aimait. Il fallait choisir l'argent au lieu de choisir. Moi, concernant Hadi Silla, concernant le monologue de la muette, je voulais surfer un peu sur la vague plutôt artistique. Parce que tout au début du film, on voit carrément des super grands espaces. Elle a préféré filmer des grands espaces, être carrément sur comme on dit, des larges, très larges même. Pour moi, c'était peut-être une occasion de nous montrer ce besoin de liberté, parce que c'est une fille qui est enfermée limite entre quatre murs, qui respire pas. Et pourtant, la réalisatrice, elle a choisi de filmer des grands espaces. Donc c'est un peu cette contradiction-là qui m'a, artistiquement parlant, qui m'a beaucoup marqué. Après, bon, le discours, le plaidoyer sur ce qui est des conditions des femmes, ça, je pense que c'était flagrant, c'était très clair. Et le fait que son statut de bonne à son statut de mariée, c'est quand elle était sur du gros plan, comme tu disais tout à l'heure, sur Ami.
Elle est partie de son statut de mariée. Quand elle est revenue sur Dakar, elle est revenue sur ce même plan-là qu'elle avait quitté, donc son statut. Ça, j'ai beaucoup aimé. Pour ce qui est de Mossane aussi, pareil, elle a, je sais pas, c'est peut-être les larges ou ce genre de format était à la mode à l'époque, mais la seule fois où elle est sur du très gros plan, carrément, c'est quand Mossane prenait la parole. Donc moi, c'était une occasion de la valoriser, de la mettre carrément en valeur, de mettre en valeur ce qu'elle dit, parce que tous les autres, certes, ils existent. Voilà, on est pas dans des plans avec tout le monde. Mais quand il s'agit de Mossane, là, elle la met en valeur. Elle la met en limite très gros plan pour qu'on la voit, qu'on voit sa beauté, mais surtout qu'on entende ce qu'elle dit. Filmiquement magnifique, qualité sonore magnifique. Moi, ça me rappelait un peu Mandabi, côté image et côté son. C'est magnifique. Et c'est des films qui sont tournés, enfin, je ne sais pas l'année, Fatou Bintou, tu étais tout à l'heure, hein, 87. Donc voilà, c'est limite presque 30 ans après. Donc il y a du boulot, quoi. C'est-à-dire ce sont des femmes qui arrivaient à allier qualité technique, le plaidoyer, les artistes, Mère Issanyang, Feu Issanyang était magnifique. Abou Kamara, tout ça, c'est des gens qui ne sont plus là. Mais il y a ce côté aussi un peu théâtralisé dans le dialogue. Et pour moi, elles sont arrivées à faire un match, mais parfait. Donc j'ai beaucoup aimé cette pudeur-là. J'ai beaucoup aimé le fait que, par exemple, il n'y a pas eu de gros plans sur la misère qu'on pouvait de ces femmes-là, sur leur dénuement. Et donc, et je pense que c'est propre, c'est fait sciemment. La deuxième chose que j'avais retenue, c'est l'invisibilité et le silence, surtout dans le monologue. Et dans le silence, on voit que, et je pense que ça aussi, c'est par rapport à l'approche artistique. Ami, dans son invisibilité, elle n'a même pas de voix. C'est-à-dire que c'est d'autres personnes qui parlent pour elle. C'est une voix qui parle de sa condition, qui parle de ses rêves, elle est invisibilisée. Et la cinéaste a intégré dans le personnage cette invisibilité. C'est-à-dire qu'on ne l'entend pas. Je pense qu'on en a parlé. Et la troisième chose, c'était l'interpellation, c'est-à-dire que bon, c'est un film, on regarde, mais ça nous interpelle parce que nous toutes, que nous sommes ici, c'est-à-dire quand on dit qu'on est féministe, qu'on a des valeurs, on a chez nous, je dirais le mot des bonnes. Et donc, c'est nous inviter à prêcher par l'exemple. Donc, ce n'est pas seulement un film qu'on va regarder. Parce que moi, pendant que je regardais le film, je pensais à notre nounou. Je disais, mais j'essaie de visuellement, OK, comment... Et je revois comment est-ce qu'elle se meut dans la maison, quelle parole il y a, quelle présence. Souvent, quand on parle de la condition de la femme, là, ici, il y a une opposition soumission, et c'est-à-dire avec Ami, mais avec Mossane, on voit que c'est une fille, elle est jeune, mais elle est elle a ses opinions très fortes, elle les défend, et ça, j'ai bien aimé. Parce que souvent, on nous montre sous un visage où on est soumis, la fille n'a pas de voix, n'a pas d'opinion, n'a pas de voix au chat. Bon, ça, Quand Radi montait le monologue, on vivait ensemble sur Paris. Moi, je commençais mon premier film à l'époque. Et elle m'a beaucoup parlé de l'influence qu'a eu à la fois Jean Rouch et Djibril. Jean Rouch, pourquoi ? Parce que lorsqu'elle écrit Le jeu de la mer, c'est Jean Rouch qui va vouloir l'adapter et qui va lui dire « Écoute, pour bien adapter ce livre, j'ai besoin de toi ». Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à écrire ensemble. Malheureusement, le scénario ne va pas aboutir parce qu'entre-temps, Jean Rouch va décéder. Et à partir de là, elle aura un pied à l'étrier. Elle va commencer les bijoux. Après, ça va être Koloban Express. Puis Une fenêtre ouverte et le monologue. Pour terminer sur une simple parole. Et quand elle fait le monologue, entre-temps, elle a rencontré Djibril. Elle a passé beaucoup de temps avec Djibril, qui lui était très proche des petites gens, comme il les appelait. Et je pense que quand on regarde justement des bijoux au monologue, on voit vraiment l'influence
de Djibril beaucoup plus que de Rouch. Et pour moi, pour Safi Faye, c'est l'inverse. C'est-à-dire que puisque l'être paysanne, c'est vraiment grâce à Jean Rouch qu'il va lui mettre le pied à l'étrier. Et on a tendance à oublier que c'est la première subsaharienne à avoir été en compétition officielle à Cannes, à un certain regard avec l'être paysanne en 1974. Et c'est toute cette influence qu'on va retrouver même dans sa fiction. Par exemple, l'une de nos collègues parlait de plan large. Pour 2 raisons esthétiques, dans le documentaire de Rouch, il fallait capter le maximum de gens à l'arrière-plan. Et donc même esthétiquement, il a marqué son empreinte. Mais il y a aussi une autre raison, je pense, c'est pour des questions financières. Parce que la pellicule coûtait cher. Donc découper les plans, ça demandait plus de pellicule. Donc elle a dû faire avec très peu de moyens aussi. Tout comme Khadi a fait avec très peu de moyens. Et je vais terminer sur l'influence toujours des hommes, puisque le monologue est crédité avec Van Damme. En fait, Charlie Van Damme est le chef opérateur. Et n'oublions pas qu'à ce moment, Khadi est au plus fort de la maladie. Donc elle a beaucoup de visions et elle entend beaucoup de voix. Donc pour réaliser, ça devenait compliqué. C'est vraiment exceptionnel ce qu'elle a pu faire. Et à ce moment-là, Van Damme a été sa canne. Oui, moi, par rapport au monologue de la muette de Hadi Silla, j'abonde dans le même sens que madame. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le silence de Ami interpelle vraiment. Elle parle jamais, quasiment jamais, mais en même temps, c'est parce que personne ne l'écoute. Est-ce que sa voix compte, en fait? Moi, c'est la question que je me suis posée. Du coup, elle préfère se parler à soi, comme peut-être une sorte de thérapie pour se libérer. Parce que si elle parlait aux autres, de toute manière, sa parole n'allait pas être prise en compte. Et cette invisibilisation, moi, je retrouve ça un peu dans Mossane, même si elle est plus... elle s'affirme plus et elle a osé dire non à ses parents. Au final, elle a quand même, elle a quand même été mariée contre son gré. Donc, elle a osé parler, certes, mais on n'a pas pris en compte non plus sa parole. Et c'est ce qui a d'ailleurs amené à sa mort tragique. Donc, dans tous les 2 films, je vois une invisibilisation de la femme, mais juste pour des raisons différentes, plutôt différentes. Et aussi, par rapport au monologue de la muette, moi, je me suis aussi posé la question du travail domestique, en fait. Qu'est-ce qu'on entend dans travail domestique? Comment on conceptualise en fait le travail domestique? Parce que quand on entend ça, on a tendance à penser à la bonne qui part chez Rama, qui travaille, qui fait le ménage. Mais Rama qui est chez elle aussi, qui fait le ménage, qui s'occupe de ses enfants, qui lave ses enfants, qui prépare le repas. Là aussi, c'est du travail domestique. Et c'est encore pire parce que dans ce cas-là, on n'est même pas rémunéré. Du coup, dans tous les cas, on est exploité. Dans tous les cas, il y a de l'exploitation. Donc pour moi, ça a vraiment suscité toutes ces interrogations-là. Et il y a encore du chemin à faire. Oui, merci. Moi, pour le monologue d'abord, il y a Aïda et Hawa, vous avez parlé d'invisibilisation. Et moi, je me dis, cette invisibilisation, elle se perd pour pouvoir les déshumaniser, en fait. Et effectivement, sur les plans, on voit ce que Mamito relatait, de grands plans à l'extérieur, etc. Mais quand on voit Ami, elle est comme cantonnée. Et ça, ça donne lieu à... elle n'est pas là, elle compte pas, elle est dans son roux, quoi. Donc, on peut lui parler n'importe comment, on la voit pas, on voit même pas la dame la regarder, en fait. Elle lui parle comme à un objet inanimé que tu pousserais du pied, quoi. Il y a ça et il y a aussi un peu, du point de vue un peu du travail domestique, qu'est-ce qu'on conceptualise? Il y a la ligne très ténue entre le travail domestique, entre les sourgues et les travailleurs domestiques. Parce que, je ne pense pas que dans notre tradition, on ait l'habitude de payer des travailleurs domestiques. Donc, on a des sourgas malléables, corvéables, qui sont là, on les réveille à tout temps de la nuit. Ils sont là, quoi. Et l'excuse, c'est quoi? On leur donne à manger, on leur donne le gîte, etc. Et c'est un peu d'ailleurs l'excuse de beaucoup pour ne pas bien payer les travailleurs domestiques.
quoi qu'il en soit, elle est là, elle mange à sa faim, elle dort, etc., etc. Ça, c'est pour le monologue. Pour Mossane, moi, c'est surtout la violence que montre Safi. Sans le dire, genre, quand la vieille dame est venue dire au mari de l'autre, là, Demal nga noppalu, alors qu'elle elle est sous le soleil en train de carburer, c'est d'une violence inouïe. Quand la mère de Mossane, elle dit au garçon, je t'accompagne, tu rentres, Gadem Fedjoudi, et Mossane est là, nu, sous le vent, en train de combler un grand trou, c'est extrêmement violent. C'est ce que j'ai retenu essentiellement des deux films, comment elles sont parvenues à donner ces messages-là. Et pour revenir au monologue très rapidement, la situation, c'est tellement précurseur, avant-gardiste ce film, parce que la situation des travailleuses domestiques en ce moment, je connais une femme qui a été bonne toute sa vie, après elle est devenue lingère, mais quand au village, après elle a mené sa fille pour faire le ménage, etc., quand au village on a dit tu nous ramènes la fille, on va la marier, elle a dit non. Parce qu'elle va venir, parce qu'elle elle était mariée, elle a divorcé, après elle était mariée, elles sont deux, elles font le tour quoi. À tour de rôle, donc l'une vient à Dakar pendant un temps, travailler, elle envoie au mari qui est quelque part là-bas au village avec sa première femme ou sa deuxième femme qui s'en occupe. Et pendant un certain temps, elle retourne, l'autre vient travailler pour envoyer. Et elle a refusé que sa fille vive ce schéma-là. Bon, c'est une petite révolution, mais juste pour dire que c'est des schémas qui continuent, quoi. Quelqu'un l'a souligné, c'est la manière respectueuse de montrer les choses. Il y a ce qui est montré, ce sont nos vies, ce sont nos sociétés, ce sont nos réalités, de manière accessible à nous. Peut-être que pour des non-africains, des non-sérères, il faudrait faire un peu de pédagogie, mais je pense que le contexte fait en sorte qu'on se passe de ça. J'ai bien aimé la référence à Jean Rouch parce que j'ai fait un peu d'anthropologie, de socio-anthropologie, et Jean Rouch, c'est un maître, quoi. Mais j'avais une sorte de gêne. Chaque fois que je regarde un film de Jean Rouch, j'ai une certaine gêne parce que pour moi, il n'y avait pas de nuance. C'est comme ça que les fous doivent être. Les exorcismes, c'est ça, je vais montrer ça. Je laisse la caméra, elle montre tout. Alors que, par exemple, pour Safi Faye, la référence au pangol, c'était même un peu drôle. C'est pour moi un peu elle a fait à la fois de la fiction, de la science-fiction, le fait de faire intervenir les pangols, la manière dont Mossane a été aspirée, par qui elle a été aspirée. Est-ce que c'est le mendiant à qui elle a donné à manger? Est-ce que c'était un esprit qui était venu la voir? Ou bien les pangols qui apparaissent chaque fois? On ne sait pas, mais la manière de dire les choses qui nous sont propres. Des sujets graves avec de la légèreté dedans. Les petits garçons qui suivent Mossane, la séance de théâtre dans monologue de la muette, le fait aussi qu'il y a, autre point commun, les décalages entre les plans larges, plans rapprochés, très gros plans. Le sort, là, pour Hadisila, le décalage aussi entre les plans on, les voix off. Les voix on sur les plans off. Par exemple, Fatim qui rappe. En fait, Fatim parle de la réalité d'Ami. Ami n'est pas là, Fatim est là. Mais Fatim, c'est la voix d'Ami et Ami, c'est c'est super. Et tout ça pour en retenir que ça me rappelle un texte d'une écrivaine que j'aime bien qui s'appelle Camille Laurence. Un de ses textes ne me quitte pas, c'est « Sous les mots, il y a des gens en fait ». Et nos manières de dire les choses, ça montre est-ce qu'on regarde, de quelle manière on regarde les gens. Est-ce qu'on les regarde de haut? Est-ce qu'on les regarde de bas, complexe d'infériorité, ou on se met à leur niveau et on les regarde? C'est ça que je voulais. Et puis juste souligner que c'est toi qui as dit Mossane qui creuse un trou, qui est appelée à remplir un trou qu'elle n'a pas creusé, sans égard pour mes questions. Pourquoi elle n'a pas utilisé la pelle que son père a laissée? Ça, mais pourquoi elle le fait à main nue? Si vous avez une réponse, je prends. Alors, je ne sais pas avec qui j'étais assise hier, mais je ne sais pas si vous avez écouté la chanson en sérère en filigrane. Parce que Mossane, c'est une légende sérère. Maintenant, l'univers des pangols, c'est l'univers des divinités. Donc, quand on a montré en ouverture du film Mossane dans le fleuve en train de se baigner sous le regard des pangols,
En CRR, moi, je savais que ça allait finir par... elle allait disparaître enfin. Parce qu'en général, les filles, les femmes qui naissent avec une certaine beauté dans ces pays-là finissent par être comment on les appelle, le lot des esprits. Et quand il y a une guerre parmi les êtres humains pour s'accaparer de cette beauté, elle finit toujours dans les mains des esprits. Et à la fin, on entend la grand-mère qui parle, qui donne d'exemples d'autres femmes en pays CRR à qui il est arrivé la même chose. Donc dès le début, quand on connaît la culture CRR, on sait comment va finir cette histoire-là. Moi, il y a un plan qui m'a beaucoup marqué dans le film Mossane. C'est quand elle a affronté son père lors de la cérémonie du mariage. Dans un film, oui, mais dans la réalité, en pays CRR, ça ne se fait pas. Même nous, intellectuels, on n'ose pas. Affronter son père devant tout le village comme ça, c'est vraiment... Et à l'époque, je me dis que c'était vraiment une révolution d'oser montrer une femme qui élève la voix devant une assemblée, devant tout le village pour dire non à son père. Donc il y a tellement de messages contenus dans ce film-là. Moi, je l'ai vu hier pour la première fois. Mais je pense que j'aurais besoin de le regarder plusieurs fois pour comprendre tous les aspects. Parce qu'il y a tellement de messages en filigrane. Et puis l'autre chose par rapport au film Mossane, c'est la lumière. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Au tout début, elle est en lumière. Et à la fin, quand elle va disparaître, vous voyez comment la lumière était en train de baisser. Elle était dans les ténèbres. Et c'est ça qui a un peu précédé sa disparition. Alors, j'ai fini la minute sur Mossane. Je passe à... Tu as 2:40 déjà. On te donne 30 secondes. D'accord. Alors, pour le film de Hadi, c'est le monologue de la muette. Moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'on voit cette jeune femme-là, mais ce film interpelle directement notre conscience de femme. On se demande, est-ce qu'on est assez correct avec ces femmes-là qui meublent notre quotidien, qui s'occupent de nos enfants, qui s'occupent de nos familles. Quand on entend les mots durs de la dame alors qu'elle garde le silence, ça t'interpelle directement, ça interpelle ta conscience en tant que femme. Tu te dis, est-ce que je me conduis bien? Et en sortant de ce film-là, automatiquement, tu te rends compte que ce sont des femmes comme toi qui ont des rêves, qui ont des visions, qui ont des parcours et qu'il faudrait apprendre à les regarder en tant que femmes et à les respecter en tant que telles. Donc ce n'est pas la leçon de cinéma, c'est le lien qu'il y a entre les deux, je dirais, c'est de mettre en lumière l'être humain, simplement. Bonjour tout le monde. Encore plus ravie ce matin d'être parmi vous et surtout d'entendre tout ce que vous avez eu à dire. Rama, tu as fait un examen. Ce qu'il y aurait de plus à rajouter. Et finalement, chacune a rajouté quelque chose d'intéressant. Alors moi, j'ai été intéressée par le mélange des genres dans les deux films. Dans le premier film, celui de Hadi Silla, j'ai été interrogée par l'aspect à la fois documentaire et fictionnel. C'est le mélange des deux genres qui interroge sur l'humanité finalement. Parce que ces jeunes filles, on leur nie en fait tout simplement leur condition humaine. On ne les regarde pas comme des humains, peut-être parce qu'on en a un peu peur, peut-être parce que, je ne sais pas. Mais effectivement, moi aussi, je me suis dit, j'ai porté un regard, pendant que je regardais le film, je me disais, mais comment je me comporte moi avec mes propres filles qui sont là? Combien de fois je leur ai donné des ordres contradictoires? Fais ceci, après l'instant d'après, ben, c'est pas assez bien, fais autre chose. Voilà, ça m'a vraiment interpellée sur la négation de l'humanité qui existe et sur ces cruautés intimes que nous portons tous, que nous portons toutes. Et finalement, peut-être que regarder de tels films nous permet un petit peu de nous corriger, un petit peu. Quant à Mossane, là encore, c'est un mélange de genres, c'est un mythe. Et d'ailleurs, dans le film de Hadi Silla, le fait qu'elle fasse apparaître le mythe de Spartacus,
qui est un héros latin, qui a mené la révolte des esclaves. Je me suis dit, les bonnes d'aujourd'hui sont les gladiatrices d'hier. Spartacus était un gladiateur qui est parti du sud de l'Italie et qui est remonté jusqu'à Rome. Et de plus en plus, ses troupes grossissaient. Une fois qu'il est arrivé aux portes de Rome, malheureusement, il n'avait pas assez de stratégie ni d'intelligence de ce qui se passait réellement pour pouvoir finaliser sa victoire. Et souvent, c'est ce qui manque aux troupes, aux majorités, c'est qu'il leur manque ce petit plus qui leur permettrait d'accéder à la victoire. Ils n'ont pas le cynisme des grands. Parce que les Romains, ils gagnaient toute leur guerre parce qu'ils étaient cyniques. Eux, ils arrivaient, ils détruisaient tout, paf. Et puis, ils mettaient à la place autre chose. Mais les autres sont peut-être encore un peu de cœur. Et donc, ils n'y arrivent pas. Alors, pour Mossane, là encore, c'est un mythe. C'est un conte. J'y ai vu un conte. Et le mélange de gens, c'est que elle a réussi, Safi Faye, à mêler le mythe à des choses très très modernes. Par exemple, la crise de l'adolescence. Parce que Mossane, c'est ce qui la traverse. Elle se rebelle. C'est une forme de crise d'adolescence qu'elle nous fait voir en refusant un mariage qui lui est imposé par ses parents. Et j'ai trouvé ça très très beau et ça m'a fait penser aussi à d'autres mythes. Moi, je suis tellement intéressée par les mythes qui me font voyager. J'ai pensé à la princesse Andromède dans la mythologie grecque. Là encore, celle-là, elle était tellement jolie, tellement belle que voilà, les dieux, les déesses en étaient jalouses et ont tout fait pour briser son destin. Elle a eu la chance, elle, d'avoir été sauvée par un héros, Persée. Ce sont des merveilles qu'on a vues hier. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, ça m'a remuée. Ça a vraiment touché quelque chose de très, très profond que je ne savais même pas que je portais finalement. Et rien que pour ça, vraiment, merci. Parce que je ne croyais pas être à un âge où on pouvait encore découvrir des choses sur soi. Eh bien, écoute, il me reste encore des choses à apprendre, quoi. D'abord, pour la monologue de la muette, c'est surtout quand on voit l'étroitesse dont Hadi Silla fait montre en filmant l'héroïne principale, Ami, on sait que elle est dans une situation assez difficile. Mais ce qui retient beaucoup plus mon attention, c'est celles qui sont autour d'elle. On voit que des femmes sont autour d'elle. Ça nous donne à réfléchir sur ce que nous vivons, les drames que nous vivons sont faits par des semblables, des femmes comme nous, même si dans la deuxième partie c'est autre chose, c'est ce qu'on voit tous les jours, mais ça nous pousse à réfléchir sur comment agissons-nous envers nos semblables, d'autres sœurs qui sont comme nous. Ça va nous permettre un peu, arriver, comme l'a dit Fatimata tout à l'heure, de réfléchir sur notre rapport aux femmes de maison de chez nous, avec qui nous passons la journée et les mois de manière générale. Mais l'autre point soulevé dans le monologue de la muette, c'est surtout le silence qui nous parle beaucoup et qui nous pousse à réfléchir sur... Je crois que c'est un combat que doivent mener aujourd'hui les féministes et les réseaux de femmes de manière générale pour qu'on quantifie ce travail. Il est temps que l'on quantifie le travail des femmes, que le travail que font les femmes dans les maisons. Parce que dès que tu rentres, même si tu travailles à l'extérieur, dès que tu rentres le mari et regarde un match ou lit son journal, alors que la femme continue à travailler. Ce travail n'est pas quantifiable et je crois qu'il est temps que le combat soit mené, qu'on arrive à quantifier ce travail des femmes de manière générale, que ce soit les femmes de ménage et les autres femmes de manière générale. Pour Mossane, le film révèle beaucoup de choses. Déjà, sur la liberté. Parce que quand on parle de manière générale, en 1996, il y a eu beaucoup de discours sur le cloisonnement de la femme africaine de manière générale, qui n'a pas droit à la parole, qui n'a pas, en tout cas, cette liberté. Et Safi nous montre qu'il existe bien chez nous cette liberté de la femme. La femme est libre de donner ses opinions.
pas en ville simplement, mais au village, parce que la scène se déroule au village, à Fadial, où elle tourne. Et aussi, elle montre, on est dans une société islamisée, christianisée, mais elle montre qu'on a des réalités, des croyances que nous croyons et qui peuvent nous sortir de nos misères, de nos malheurs et autres. Et qu'il faut aujourd'hui cultiver cela pour, en tout cas, une meilleure société sénégalaise et africaine. De manière générale, ces deux films, il y a beaucoup de similitudes entre les deux films. Et c'est heureux que Rama, que je salue, souligne le lien de Jean Rouch avec les deux réalisatrices. Merci. Vous parliez d'invisibilisation et de silence, mais il y a une scène que j'ai trouvée assez forte, c'est le moment où le collectif de femmes de ménage s'impose pour dénoncer. Et du coup, comment elles ont aussi cette façon d'essayer de s'organiser entre elles, et aussi des stratégies, par exemple la façon dont elle, à un moment donné, elle dit qu'elle voudrait être une bonne spécialisée, être une bonne qui fait que la cuisine ou une bonne qui ne s'occupe que des enfants, etc. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un passage assez marquant pour moi, c'est-à-dire qu'elles sont dans le silence, elles sont invisibles, mais à un moment donné aussi, elles prennent la parole pour elles-mêmes. Ce qui a contrasté avec tout le reste du film, enfin surtout le début du film. Et par rapport à Mossane, pour moi c'est une histoire d'amour. C'est un peu Roméo et Juliette, mais finalement il n'y a que Juliette qui meurt. Et du coup je me demande aussi, je trouve qu'à la fin les hommes s'effacent vraiment, et notamment son copain qui était apparemment très amoureux d'elle. Finalement il va à l'université et on ne sait pas trop ce qu'il fait. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est aussi après la scène de sexe entre Dibord et son copain, c'est son mari, c'est vrai, c'est son mari. C'est la façon dont elle enseigne à Mossane comment réclamer son plaisir. Et ça, j'étais assez surprise de voir ça pour un film de cette époque. Et puis elles ont que 14 ans en fait. Donc Dibord, elle est quand même assez avancée pour son âge, je trouve. Le matriarcat des sociétés, c'est rare. Et même la disparition de Mossane avec les esprits, c'est la force du matriarcat qui demeure face à l'homme noir qui va choisir finalement l'Occident en allant à l'université. Et il faut aussi le comprendre dans le sens où on a l'impression que ces femmes-là étaient moins libérées que nous, mais quand je parle à la génération de ma grand-mère ou feu de ma mère, elles étaient beaucoup plus libérées que nous. Il y a eu un retour en arrière dans les années 90, et c'est pourquoi Safi Faye fait aussi ce film. Donc c'est un cri pour le matriarcat animiste, entre guillemets, si on peut le dire. J'ai regardé ces deux films que je connais très très bien, avec un regard rassurant, parce que je me suis dit, mais je ne me suis jamais trompée dans mes combats contre les femmes de ma famille, de mon clan, de mon environnement. Ce film, il touche à quelque chose de très sensible, ce sont nos traumas. Parce que cette mère, qui est d'abord interprétée par une actrice extraordinaire, nous rappelle qu'en fait, elles ont vécu déjà tout ça, cette pression-là. Elles ne connaissent que ça. Elles ont beau vouloir que leur enfant y échappe, elles sont déjà formatées à retranscrire la même chose, à pousser vers. Et elle n'a même pas l'espace pour réfléchir. Est-ce que ça pourrait être différent? Parce qu'il y a le poids de cette communauté qui est plus forte que tout. Donc vraiment, ces films-là, ils m'ont uplifté toute ma vie. Toute ma vie. Moi, j'ai été une fan de Safi Faye à la première heure. J'ai une fille qui s'appelle Safi, qui est celle du milieu, que j'adore plus que tout, à laquelle on ne touche tellement pas que c'est genre Fatou et Safi Faye à la maison. Et j'en ai une de 14 ans qui s'appelle Mossane. Et qui fait ce qu'elle veut dans la maison, qui est une force éclairée.
et qui a la chance de porter et le nom de Mossane et le nom de Annette Mbaye d'Erneville. Mais je sais que je suis poursuivie par la force de la guerrière qui veut changer des choses et qui ne voit pas par où ce chantier va être engagé, parce qu'après avoir été super libre, super présente, super open avec les filles que j'ai élevées chez moi, je me rends compte que ça sert presque à rien.